Dans cette vidéo, on va présenter la série chronologique. Le chapitre de la série chronologique constitue la dernière partie inscrite au niveau de la statistique descriptive telle qu'on la trouve dans les cours de statistique. L'analyse d'une série chronologique s'apparente un peu avec la régression linéaire, notamment dans la recherche de liens entre deux variables. Sauf que pour la série chronologique, une des deux variables est toujours le temps. Cette variable est prise ainsi dans l'analyse chronologique comme variable explicative. Et l'introduction de la variable temps implique une démarche d'analyse différente de celle appliquée au niveau de la régression linéaire. Commençons par donner une définition de ce que c'est une série chronologique. Définition, une série chronologique représente une suite d'observations d'une variable quantitative ordonnée en fonction du temps. On voit bien que les deux variables d'étude sont d'une part le temps, qui est une variable explicative ici, et la variable expliquée, ça sera une variable quantitative qui se prête à l'étude d'une évolution dans le temps. Le terme important ici à retenir, c'est ordonné en fonction du temps, bien sûr. Ordonné en fonction du temps. Ordonné en fonction du temps, cela veut dire qu'on essaie de ranger un peu cette série des valeurs de la variable quantitative y de la plus lointaine dans le temps à la plus récente. Ainsi, une série chronologique se présente le plus souvent de cette manière, soit la série chronologique grand S est égale à 1, Y1, 2, Y2, T, YT, N, YN. Le premier élément du couple est le temps et le second concerne la valeur de la variable Y observée à l'instant T. Maintenant, faisons une précision concernant la variable temps. Dans les séries brutes, le plus souvent, la variable temps est donnée soit en jours, ou bien en mois, ou bien en semaines, en trimestre, en semestre, et même en année. Par ailleurs, on peut faire deux remarques concernant la variable temps. Première observation, on prend toujours la même période, c'est-à-dire la même périodicité pour toutes les observations de la série. C'est-à-dire si on prend le mois comme référence, alors toutes les observations seront données en mois. Si c'est le trimestre, toutes les observations seront données en trimestre. Même période pour toutes les observations de la série chronologique. Deuxième remarque concerne la variable Y. Donc, la variable Y, expliquée par le temps, par l'évolution, la variable Y est indicée par le temps, par T. C'est-à-dire qu'on donne à la variable Y l'indice variant de 1 jusqu'à N, et cet indice exprime que l'on range la variable Y de la plus lointaine dans le temps jusqu'à la plus récente. Je m'explique par le biais de ce tableau. Exemple. Donc voilà un exemple pour une variable qui est étudiée pour une période s'étalant sur 3 années. La période de référence, c'est le trimestre. On a 4 trimestres par an, donc trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Et donc, pour l'indice T, il va varier de 1 jusqu'à 12, c'est-à-dire 4 trimestres fois 3 années, ça fait 12 valeurs pour Y qui vont être rangées de la plus lointaine dans le temps, à savoir ici Y1, jusqu'à la plus récente, Y12. Et ainsi se présentent un peu les séries chronologiques, quelle que soit la période considérée. On a toujours les mêmes indices qui vont varier de 1 jusqu'à la dernière période la plus récente.
On peut également voir comment se présentent ces séries chronologiques au niveau d'un graphique, c'est-à-dire au niveau d'un repère orthogonal, où on a en abscisse euh, le temps t et en ordonnée la variable y. Voilà par exemple le graphique où on a placé les différents points, les différents couples t, y, t. Par exemple, on voit ici qu'au niveau de l'axe des abscisses, on a les temps. Au niveau de l'axe des ordonnées, on a la variable, les valeurs de la variable y. Par exemple, pour le premier trimestre de l'année 1, on a l'observation Y1. Le quatrième trimestre de l'année 2, on a la valeur Y8. Et on a un nuage de points de cette forme qu'on peut relier, où on peut relier les points par des tirets pour distinguer un peu l'évolution de la variable y à travers le temps. Par exemple, ici, on peut relier ces points qui sont ordonnés. On peut relier ces points pour un peu dégager l'évolution de cette variable à travers les 3 années. Et je reprécise que ces tirés, c'est uniquement pour dessiner et faire ressortir un peu l'évolution de la variable. C'est d'ailleurs la forme générale que l'on trouve quand on présente une série chronologique au niveau d'un graphique. On relie les points qui sont ordonnés par des tirets. Ayant expliqué plus ou moins qu'est-ce que c'est une série chronologique, maintenant on va passer à préciser les objectifs de l'analyse d'une série chronologique et également d'identifier les différents facteurs ou composantes qui interagissent pour expliquer l'évolution de la grandeur y, c'est-à-dire de la variable explicative à travers le temps, c'est-à-dire à travers la période considérée par la série chronologique. Objectif déjà. Objectif de l'analyse d'une série chronologique. Donc, soit une série chronologique quelconque, qu'on va noter SC. Cette série se présente ainsi. Donc la période de référence, le petit t peut être soit un jour, soit une semaine, comme on l'a dit, soit le mois, soit le trimestre, soit le semestre. Hein. Donc les objectifs d'abord, précisons que on étudie une série chronologique. Hein. On étudie une série chronologique pour 2 raisons principales. Hein. La première, c'est d'abord pour décrire l'évolution d'une variable quantitative, c'est la variable explicative d'une variable quantitative à travers une série d'observations ordonnées bien sûr, ordonnées de la plus ancienne jusqu'à la plus récente dans le temps. Quand je dis temps, c'est la durée prise par la série chronologique. Hein. Également, il est utilisé pour faire des prévisions, c'est-à-dire prévoir la valeur de la variable expliquée y pour une future période. C'est-à-dire si la série chronologique s'arrête à la période n, hein, on va faire une prévision pour obtenir la valeur de la variable pour la période n plus k, c'est-à-dire y n plus k. K, c'est un entier. Donc voilà un peu les 2 raisons du pourquoi on fait une analyse d'une série chronologique. Maintenant, on va passer à la présentation des facteurs qui agissent sur l'évolution de cette variable. Donc, on va voir maintenant les composantes de l'évolution
d'une série chronologique. Dans l'analyse d'une série chronologique, on essaie d'identifier 4 facteurs ou 4 composantes qui expliquent l'évolution de la grandeur y, c'est-à-dire de la variable expliquée. Ces 4 facteurs sont, dans l'analyse d'une série chronologique, ce que l'on essaie en premier, c'est de faire ressortir ce qu'on appelle une tendance générale de l'évolution. Donc, la tendance qu'on notée par grand T, qui exprime une évolution générale de la variable vers soit une augmentation ou une diminution, et ce, pour toute la période de la série prise en compte par la série chronologique. Pour expliquer un peu ce qu'on entend par tendance au niveau d'une série chronologique, prenons le schéma qu'on a utilisé il y a un instant pour visualiser un peu la tendance générale de cette série. Donc voilà le schéma, et la tendance est exprimée ici par une droite linéaire. Bien sûr, la tendance peut être exprimée par une droite de régression, ou toute autre forme de courbe qui s'ajuste au mieux au nuage de Pont. C'est ce qu'on a vu lorsqu'on a présenté les relations entre deux variables quantitatives. Ou bien par l'utilisation de ce que l'on appelle la méthode des moyennes mobiles. On note M, M, O. On verra cette méthode quand on abordera plus en détail l'étude de la série chronologique. Donc voilà un peu comment on peut dégager au niveau d'une série chronologique, soit en utilisant une fonction. Cette fonction, ça peut être soit une droite de régression linéaire qu'on a vue, c'est-à-dire y est égal à ax plus b, ou bien par l'utilisation d'une courbe. Ou bien on peut dégager la tendance non pas par une fonction, mais par l'utilisation de ce qu'on appelle la méthode des moyennes mobiles. Le second facteur qui impacte un peu la valeur de la variable y dans une série chronologique, c'est la composante saisonnière. Donc, deuxième facteur, composante. Donc, on a vu déjà en premier la composante tendancielle, c'est la tendance. Maintenant, c'est la composante saisonnière. Qu'est-ce qu'on entend par composante saisonnière? C'est une variation dans la valeur de la variable expliquée, à savoir y, et qu'on note cette variation saisonnière par grand S, qui se répète, cette variation se répète à la même période de l'année. En fait, quand on parle de composantes saisonnières dans une série chronologique, dans l'analyse d'une série chronologique, on a nécessairement des données qui concernent soit le jour, soit la semaine, soit le mois, c'est-à-dire un mouvement qui est périodique
à court terme et qui ne peut ressortir que dans le cadre de l'année. Donc c'est un mouvement à court terme. La composante saisonnière, c'est un mouvement à court terme. Si par exemple on a des ventes de glace pendant toute l'année, on va constater que par exemple pendant le mois d'août, la vente de glace est largement supérieure à la tendance. Par contre, pour le mois de décembre, novembre, elle est en dessous de la tendance. À titre d'exemple, voyons le graphique suivant. Ici, par exemple, on a le nombre de nuitées mensuelles dans un hôtel qui se trouve dans une station balnéaire, c'est-à-dire face à la mer, à côté d'une plage. D'accord? Et donc, normalement, les recettes de cet hôtel dépendent de la saison. En été, les recettes sont supérieures, les nuitées, le nombre de nuitées va être supérieur au nombre de nuitées qui sont enregistrées pendant l'hiver, les mois d'hiver. Ainsi, par exemple, à titre d'exemple, on a ici 3 années, c'est-à-dire on a 36 mois. Ici, on a par exemple, ça c'est janvier, hein. Par exemple, ici encore, le mois 13 c'est janvier, et puis le mois 25 c'est le mois de janvier, ici. Le mois d'août c'est le mois 8, d'accord? Pour la première année. Ici, il est au mois t égale à 20, donc c'est août. Également, pour t égale 33, c'est le mois d'août. Donc voilà un peu le nombre de nuitées par mois d'un hôtel qui se trouve dans une station balnéaire. Par exemple, on voit que pour le mois de janvier ou de décembre, les nuitées sont très faibles. Par contre, au mois d'août, pour chaque année, pour les 3 années, donc au niveau de chacune de ces 3 années, le mois d'août, les nombres de nuitées les plus élevés. Par exemple, si on a à faire une droite de régression pour faire ressortir un peu la tendance de cette série, on va voir schématiquement, hein, on n'a pas fait l'étude de cette droite, mais supposons qu'elle passe à ce niveau et qu'il dégage un peu la tendance. On voit que la tendance est vers la hausse sur les 3 années et que le nombre de nuitées pour les mois d'hiver sont inférieurs à la tendance. Donc c'est un mouvement saisonnier de réduction. Et pour le mois d'été, en particulier août, le nombre de nuitées est supérieur à la tendance. Ici on a T, c'est T, ça c'est Y, c'est le nombre de nuitées. Je précise ici que c'est un exemple d'une série chronologique où Y représente le nombre de nuitées par mois dans un hôtel près d'une plage, hein, dans une zone balnéaire. T, c'est le mois. Et on a 3 années, donc T variant de 1 jusqu'à 36. Maintenant, on va passer à un troisième élément. C'est également un mouvement qui se répète, mais il se répète dans le long terme, ce qu'on appelle un mouvement cyclique. Donc, troisième composante qu'on notée par C. Donc, comme je l'ai dit, c'est un mouvement qui, lui aussi, ce mouvement se répète, mais pour une période beaucoup plus longue, c'est-à-dire qui dépasse les 8 années. Donc, c'est un mouvement à long terme qui se répète durant une période qui dépasse les 8 années. Pour illustrer un peu cette composante cyclique, prenons un exemple fictif d'un pays où on a une série chronologique
des taux de croissance étalés sur une période. Voilà un peu un exemple d'un pays, pour un pays fictif, une série chronologique étalée sur 32 années, c'est-à-dire pour T qui représente l'année, de 1 jusqu'à 32, et où en ordonnée, on a les, les taux de croissance de ce pays pour l'année, pour chaque année. Donc YT, c'est le taux de croissance du PIB pour l'année T. Donc on voit un peu ce que l'on entend par un mouvement cyclique pour une série chronologique. C'est un mouvement, comme je l'ai dit, de long terme, qui dure une période qui dépasse les 8 années. Par exemple, on voit que pour de l'année 1 jusqu'à l'année 8, on a une période, c'est le trait rouge, c'est une période de récession où le taux de croissance enregistré par ce pays est à la baisse durant toute une période de 8 années. Puis après, suivra une période, disons, d'expansion, qu'on appelle expansion, va en augmentant durant une période de 8 années. Et ainsi de suite, à la fin de la période d'expansion, succédera une période de récession qui va durer elle aussi à peu près 8 années, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des mouvements cycliques, mais qui sont identifiés que pour le long terme. Donc, pour résumer au niveau de cet exemple, voilà, on a par exemple, pour la première période de 8 années, on a une période où le taux de croissance est à la baisse, donc c'est la période de récession. Donc ça, c'est la période de récession où le taux de croissance est à la baisse, le taux de croissance du produit intérieur brut. Puis après succédera une période qu'on appelle d'expansion, où le taux de croissance d'expansion, où le taux de croissance est à la hausse, c'est-à-dire une période d'expansion, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Maintenant, on va passer à une troisième composante dans l'étude d'une série chronologique, à savoir la composante qu'on appelle résiduelle. Donc, quatrième composante, c'est la composante résiduelle. Cette composante qu'on note par grand E, la composante résiduelle concerne les variations de la variable expliquée de y qui sont imprévisibles, qu'on ne peut pas prévoir et qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, ce sont des phénomènes naturels tels que les tremblements, les séismes, ou bien des inondations qui peuvent impacter à la baisse la production agricole pour une année donnée, ou bien dû à des phénomènes, des mouvements sociaux. Je pense à des grèves, par exemple, à long terme, qui peuvent impacter la production industrielle. Donc ce sont la composante résiduelle regroupe un peu tous les effets de ces mouvements qu'on ne peut pas prévoir, qui ne sont ni saisonniers, ni cycliques, ni tendanciels, et qui peuvent subitement impacter la valeur de la variable y. Donc, si on veut résumer un peu l'étude d'une série chronologique, on a affaire à un modèle où la variable y sera fonction de 4 composantes qu'on vient de voir, à savoir le mouvement tendanciel, la tendance, le mouvement saisonnier, le mouvement cyclique et également la partie imprévisible ou résiduelle. Mais en statistique descriptive, on se limite à 2 composantes, à savoir la composante tendancielle et la composante saisonnière. En statistique descriptive, on se limite à 2 composantes, T et S. Donc notre variable expliquée dépendra uniquement, dans ce cadre,
les deux facteurs, à savoir le facteur tendanciel et le facteur saisonnier. Et cette dépendance est présentée le plus souvent sous deux formes de modèles. Soit une équation qu'on appelle modèle additif, soit sous forme d'un modèle qu'on appelle modèle multiplicatif. Donc pour le modèle additif, on a modèle équation, comme son nom l'indique. Donc la variable expliquée est la somme de la valeur au niveau de la tendance plus la valeur au niveau de la composante saisonnière. Ça, c'est pour le modèle additif. Et pour le modèle multiplicatif, là aussi, comme son nom l'indique, c'est un produit entre la valeur tendancielle et la valeur saisonnière. Voilà. Maintenant, la question qui va se poser, quand on est en face d'une série chronologique, quel type de modèle doit-on prendre? Soit prendre un modèle additif ou bien le modèle multiplicatif pour faire l'analyse d'une série chronologique. Bon, pour répondre à cette question et pour décider du type de modèle à prendre en compte, on doit d'abord faire un nuage de points de cette série chronologique pour, en fin de compte, choisir le type de modèle à utiliser. Donc, si le nuage de points, on va prendre les deux, on va faire deux schémas, l'un qui préside au choix d'un modèle additif et le second qui pousse à choisir plutôt un modèle multiplicatif. Donc, commençons déjà par faire le schéma d'un nuage de points d'une série chronologique qui suggère l'utilisation d'un modèle additif. Donc voilà, je vais essayer de préparer les deux schémas pour aller un peu plus vite. Et je vais faire pause et je reviens vers vous dans un instant. Voilà, maintenant vous avez sous les yeux un graphique au niveau d'un plan orthogonal où la variable expliquée y est en ordonnée et la variable enfin explicative, à savoir le temps t, est en abscisse. La série chronologique, comme vous le voyez, apparaît encadrée par deux droites parallèles. En fait, ces deux droites encadrent le nuage de points. Le minimum et le maximum des points se trouvent à l'intérieur de entre ces deux droites. Bien sûr, au niveau de la tendance, elle est indiquée par une droite, c'est un schéma, je précise, d'une droite de régression T en rouge. Et donc, voilà les raisons le critère qui préside au choix d'un modèle additif, c'est-à-dire que la série chronologique doit être encadrée par deux droites parallèles, ici en vert, et cela suppose, cet encadrement, cela suppose par le fait que l'écart entre la valeur observée pour le même instant t de cette valeur au niveau de la tendance, cet écart entre les deux valeurs approximativement reste constant, quel que soit l'instant t. Donc voilà un peu le critère qui préside au choix d'utiliser plutôt le modèle additif au lieu du modèle multiplicatif. On va voir que également pour le modèle multiplicatif, cela part du même principe, c'est-à-dire faire un nuage de points de la série chronologique au niveau d'un graphique et voir un peu comment il se présente et comment peut-on regrouper ce nuage de points. Donc pour le modèle multiplicatif, on voit qu'il est bien sûr encadré, mais pas par deux droites parallèles, mais plutôt par le nuage s'insère dans un entonnoir, c'est-à-dire une forme conique, et cela suppose en fait que les écarts entre la valeur observée
de y pour un instant t et sa valeur qui se situe au niveau de la tendance change en parcourant t, c'est-à-dire que soit il augmente, soit il diminue. Par exemple, ici dans le schéma, on voit que cet écart va en augmentant avec t. Voilà un terme qui préside au choix d'utiliser tel ou tel modèle avant d'entamer l'étude d'une série chronologique. Sur ce, on arrive à la fin de cette première partie consacrée à la série chronologique. Dans une seconde vidéo, on essaiera de procéder à deux exemples de séries chronologiques, l'un utilisant le modèle additif et le second le modèle multiplicatif avec l'utilisation du logiciel Excel. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.